Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par les batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Aujourd'hui, on parle plus d'élections américaines que du processus en Haïti, mais ça reste dans l'actualité. L'insécurité, notamment avec l'assassinat d'Evelyne Sincère, les élections, la réforme constitutionnelle, marquent l'actualité en Haïti alors qu'on a les yeux rivés sur les États-Unis. On estime que les résultats des élections américaines peuvent avoir un impact sur le processus ici en Haïti. Allons voir dans quel niveau. Mais aussi pour essayer de comprendre comment donner plus de pouvoir aux Haïtiens. Dr Rénal Lubéris avec nous ce matin. Dr Lubéris, bonjour. Bonjour Luc Negaou, bonjour aux amis téléspectateurs, auditeurs de Radio Télémétropole. Toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes secrétaire général du Conseil des ministres. Vous êtes là ce matin parce que aussi vous êtes écrivain et vous avez ce livre « Rendre le pouvoir aux Haïtiens » qui est disponible, qui vient de sortir. Mais parce que vous êtes aussi secrétaire général du Conseil des ministres, j'ai envie de vous demander comment est-ce que la présidence, le palais, le gouvernement suivent l'actualité, notamment les élections américaines. Bon, évidemment, les États-Unis sont un grand ami d'Haïti et voisin. Et évidemment, compte tenu de la place des États-Unis en fait, dans l'échiquier politique mondial, on ne peut pas ne pas suivre et ne pas s'intéresser à ce qui se fait aux États-Unis. Aujourd'hui, je crois que c'est toute la planète en fait, qui s'intéresse aux élections américaines et qui nous donne beaucoup de suspense. Oui, c'est clair. Jusqu'à présent, on n'a pas de résultats. Joe Biden est toujours en tête avec 264 grands électeurs, si on accepte les résultats de Fox News concernant l'Arizona. Et Donald Trump 214. Donc ça avance, il reste encore 5 États. Maintenant, certains diraient Haïti encore plus par rapport à cet intérêt pour les élections américaines, quand on sait quel pourrait être l'impact de ces résultats sur Haïti, selon plus d'un, notamment le soutien de Donald Trump à Jovenel Moïse. Est-ce qu'il y a cet aspect aussi dans votre intérêt, dans l'intérêt accordé à l'élection américaine? Et Donald Trump, sa position par rapport à Haïti n'est pas une position en tant que Donald Trump, c'est une position en tant que président des États-Unis d'Amérique. Et donc, cette position-là sera en fait celle d'un autre président ou de Trump en fonction des intérêts en fait qu'un président des États-Unis doit défendre en fonction de ce que attendent les États-Unis, en fonction de ce que veulent les États-Unis compte tenu de leurs propres intérêts. Donc tout comme Haïti, comme pays, a ses intérêts, les États-Unis ont les siens, pas les leurs. Et donc, je pense que c'est avec ce regard qu'il faut envisager la chose. Vous êtes d'accord avec moi que la relation entre Jovenel Moïse et Donald Trump n'a pas été la relation entre Michel Martelly et Barack Obama, par exemple. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est la position de la présidence américaine, mais par rapport à la politique républicaine, par rapport à la politique de Donald Trump, il se pourrait qu'il y ait eu plus d'intérêt à collaborer avec Haïti ou encore avec le président Jovenel Moïse. Et le président américain actuellement en poste est un entrepreneur. Le président haïtien est un entrepreneur. C'est sûr qu'en fait qu'ils ont des points de convergence, en fait, en tout cas des convergences de vues sur un certain nombre de dossiers. Mais fondamentalement, la politique américaine reste la même, c'est-à-dire en fait et défendre l'intérêt des États-Unis, défendre un certain nombre de valeurs auxquelles ils adhèrent, des valeurs démocratiques et de liberté, etc. Ça ne va pas beaucoup changer en fonction des alternances en fait qui se font aux États-Unis. Maintenant, le gouvernement haïtien, l'exécutif, est-ce que nous gagnons des attentes particulières par rapport à l'élection sérieuse, notamment est-ce que des bagailles nous dit non si Joe Biden montait, nous qu'à espérer ça et nous qu'à aller vers ça. Si Donald Trump était, c'est dans ce sens ça nous pour aller. Est-ce qu'il y a une stratégie qui définit, qui dit mais qui s'en attend de Trump ou de Biden
dépendant du résultat. La meilleure stratégie, c'est d'arriver à définir pour soi-même une vision claire, précise, et de pouvoir en fait partager cette vision avec ses partenaires, de pouvoir expliquer la vision. Donc, évidemment, ça a été fait. Je crois que la vision du président de la République d'Haïti a été claire compte tenu en fait des efforts qu'il entend faire ou qu'il a fait pour doter le pays en fait d'un certain nombre d'infrastructures en fait qu'il juge importantes, de réformes en fait qu'il juge en fait importantes. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir vous-même ce que vous voulez pour pouvoir en fait et dans notre cas, et demander l'accompagnement en fait des partenaires. Justement, c'est ça la question. Est-ce que déjà, certains reprochent aux dirigeants haïtiens leur manque de vision, notamment quand vous allez voir un partenaire, il n'y a rien sur la table. Vous n'avez pas grand-chose, donc vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que Haïti va peut-être redéfinir sa relation avec les États-Unis, espérer plus et venir avec des propositions concrètes et forcer les États-Unis à faire plus d'efforts dans sa coopération avec Haïti, comme c'est le cas avec la République dominicaine, par exemple. Et parfois, effectivement, il manque de ressources, en fait, c'est-à-dire, en fait, nos dirigeants, parfois, n'ont pas su eux-mêmes définir clairement ce qu'ils veulent, encore moins expliquer en fait aux partenaires ce qui est bon pour Haïti. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense qu'en fait les Haïtiens peuvent dire au président qu'il n'arrive pas à aller aussi vite qu'il le voudrait avec un certain nombre de réformes, mais je suis sûr qu'en fait tout le monde est convaincu que le président actuel a une vision, il sait où est-ce qu'il veut aller. Maintenant, évidemment, en politique, c'est pareil pour toute politique publique, il y a la volonté affichée, donc il y a l'idéal, il y a aussi en fait ce qu'on peut faire réellement. Mais ça, c'est valable ici, c'est valable aussi ailleurs. Et le président n'a de cesse de dire qu'en fait, il n'y a pas de développement sans les infrastructures, il n'y a pas de développement sans énergie, il n'y a pas de développement sans une réforme en profondeur de l'État. Donc je pense qu'en fait, il est là et quand il rencontre ses partenaires, il y va. Maintenant, Haïti n'a pas un problème de documents. Par exemple, il y a beaucoup de documents en fait, qui définissent plus ou moins une vision claire sur les 20-30 ans à venir. Et par exemple, le PSDH, il y a un ensemble de documents qui avaient été faits avant. Pour la plupart, qui sont critiqués. Qui sont critiqués. Bon, il n'y a pas de document parfait. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir le leadership en fait, pour pouvoir porter le message, pour pouvoir porter la vision et la réforme. Mais encore une fois, ce qui est important, et dans ce qui se fait aujourd'hui, c'est notre capacité à savoir nous-mêmes ce que nous voulons. C'est ça la grande question. Récemment encore, on a vu cette délégation américaine qui était en Haïti, qui parlait de 20 à 100 millions de dollars qui pourraient être disponibles pour le pays. Et là, de l'autre côté, en République dominicaine, ils sont allés jusqu'à plusieurs milliards. Et là, c'était parce que la République dominicaine avait des propositions concrètes à faire et ils ont pu convaincre cette délégation de combien ils peuvent mettre sur la table pour ces propositions. Donc il y a ça dans la réalité aussi. Ça va peut-être au-delà de ça et il y a une question de capacité d'absorption généralement qui est posée. Et la capacité d'absorption, ce n'est pas seulement l'État central, ce sont nos entreprises et ce sont nos institutions financières. Donc leur capacité en fait à gérer un portefeuille important et leur capacité en fait et des entreprises en fait à pouvoir absorber des montants importants, à pouvoir et effectuer des investissements importants, c'est tout un processus en fait. Et ça, c'est pas seulement l'État central, donc c'est toute la société et parfois aussi les procédures sont calamiteuses et pour les institutions financières, les nôtres en fait, il y a des risques en fait qu'elles vont prendre, donc qui vont les inciter à augmenter de manière exagérée en fait leur taux d'intérêt. Il y a un ensemble de facteurs qui sont structurels qui peuvent expliquer pourquoi en fait on peut générer un tel montant en Haïti, un tel autre montant en République dominicaine. Les États-Unis, depuis quelque temps, prennent position en faveur d'élections en Haïti. C'est un fait. Les États-Unis exigent des élections. Le président Jovenel Moïse tente de jouer à l'usure parce que là, il y a une réforme de la Constitution qui est en cours et ce n'est qu'après cette réforme qu'il y aura des élections selon le président. Mais on comprend que là, les États-Unis et Jovenel Moïse, le président, ne parlent pas le même langage sur cet aspect.
comment le palais national vit cette pression des États-Unis, notamment les différents tweets de Michael Kozak? Je ne sais pas si le président joue à l'usure, comme vous dites, mais je sais que le président a identifié un certain nombre de problèmes. Et que ces problèmes-là, il faut absolument les résoudre. Et en fait, c'est un peu, il dit, une expression que l'on dit, mettre Jack sur Jack ou bien wash sur wash, je ne sais pas qui j'ai dit là. C'est-à-dire, en fait, en gros, on a des problèmes en fait liés à la gouvernance de ce pays, qui sont inscrites en fait et qui sont inscrits dans la Constitution même, ces problèmes. Donc tous les présidents qui se sont succédés ces 20 dernières années l'ont reconnu. J'ai entendu dernièrement l'ex-président provisoire, M. Boniface Alexandre, qui a expliqué que la plupart des problèmes qu'on a traités quand on est au Palais national proviennent de la Constitution. J'ai entendu, et quand j'étais étudiant, j'ai travaillé sur une déclaration qu'avait faite le président Préval pour dire que la Constitution est source d'insécurité. Et j'ai essayé de comprendre en fait, qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire, etc. Donc, le président Matéli en a dit autant. Donc, tous les présidents reconnaissent qu'il y a un problème. Maintenant, recommencer avec les élections sans résoudre le problème de la Constitution, c'est prendre le risque en fait, de continuer en fait, sur la même voie. Or, le président est déterminé justement pour remettre le pays sur une nouvelle voie. Maintenant, évidemment, la question des élections, c'est une question primordiale parce qu'il n'y a pas de démocratie sans élection. Et la voie pour prendre le pouvoir, pour arriver au pouvoir, c'est la voie en fait électorale, la voie des urnes. Donc, si on a des partenaires qui demandent les élections, je pense qu'en fait c'est de bon droit. Mais maintenant, Gonjot Marlin qui a joué quelque part et les États-Unis veulent des élections, mais voudraient peut-être une réforme constitutionnelle après les élections, puisque les États-Unis pensent qu'il faut un Parlement pour réformer la Constitution. C'est une institution démocratique. Et c'est aussi la position de nombreux Haïtiens qui pensent que le président Jovenel Moïse n'est plus dans le temps. Modifier la Constitution, il devait avoir un Parlement pour le faire. Pourquoi cet entêtement de doter le pays d'une nouvelle Constitution en faisant fi de tous les principes constitutionnels? Eh bien, je ne suis pas sûr que le président Jovenel Moïse ait la volonté de modifier la Constitution. Il veut que le peuple se donne une nouvelle Constitution. Ce sont deux démarches totalement différentes. Oui. Modifier la Constitution, effectivement, ça demande de respecter en fait les procédures tracées par la Constitution. Mais maintenant, se donner une nouvelle constitution, tout peuple a ce droit en fait inaliénable. En fait, à n'importe quel moment de son histoire, un peuple peut décider de se donner en fait une nouvelle constitution. Mais certains vous diraient, qui est Jovenel Moïse pour décider lui-même qu'il faut une nouvelle constitution à ce pays? Mais Jovenel Moïse ne décide pas. Jovenel Moïse fait la proposition au peuple qui va décider. En fait, si le peuple veut une nouvelle constitution, le peuple dira oui, je veux une nouvelle constitution, je veux cette constitution. Si le peuple n'en veut pas, il va dire que non, je n'en veux pas. C'est le rôle de Jovenel Moïse en tant que président de la République issu du suffrage universel, justement, de pouvoir faire cette proposition au peuple. Personne n'est plus légitime que Jovenel Moïse à pouvoir le faire. Pourquoi proposer une nouvelle constitution à un peuple qui n'a pas exprimé clairement sa volonté d'avoir une nouvelle constitution? Pourquoi ne pas avoir consulté le peuple d'abord sur cette idée d'avoir une nouvelle constitution, avant même de proposer la nouvelle constitution? Ça aurait pu se faire, mais et vous savez, la consultation en fait se fait aujourd'hui avec les technologies et statistiques qu'on a. La consultation en fait peut se faire par voie référendaire. Une consultation en fait pour ce type de questions, en fait pour mesurer, pour sonder l'opinion de la population, se fait aussi par voie de sondage. Beaucoup de sondages ont été faits en fait sur cette nouvelle idée et une écrasante majorité de la population en fait adhère à l'idée d'une nouvelle constitution. Maintenant, ce qui peut parfois poser des nuances, c'est qui va le faire, comment on va le faire, c'est ça. Mais l'idée de la constitution, tous les gens qui interviennent, en tout cas tous les gens qui comprennent le fonctionnement de l'État, qui interviennent, savent qu'il faut une nouvelle constitution. Alors, savent qu'il faut modifier la constitution. On est d'accord sur ce point, pas une nouvelle constitution. Ok, modifier la constitution si les conditions le permettent, une nouvelle constitution si les conditions ne permettent pas une modification. Maintenant, ce serait peut-être trop facile. Jovenel Moïse, qui n'a pas réalisé d'élection, qui a constaté la caducité du Parlement, aujourd'hui profite du fait qu'il n'y ait pas de Parlement pour dire qu'on ne peut pas modifier, allons donc offrir une nouvelle constitution. Là, la Constitution dit, cette Constitution sur laquelle Jovenel Moïse a prêté serment, dit que le président n'a pas plus de pouvoir que ceux
conférée par la Constitution. Et il a prêté serment sur cette Constitution. Maintenant, pour toute autre initiative extra-constitutionnelle, il faudrait un large consensus au président Jovenel Moïse pour le faire. Est-ce que ce consensus a été trouvé, Renal Libéris? Comment mesurer le consensus? Ce sont des concepts en fait englobants qui en fait peuvent contenir tout et n'importe quoi. Ouais. Le consensus, c'est à partir de combien de personnes? C'est à partir de quel groupe? Et le consensus, ok, si je m'entends avec vous et je ne m'entends pas avec l'ingénieur qui met en onde cette émission, est-ce qu'on trouve un consensus ou on ne trouve pas de consensus? Donc en politique, est-ce qu'on va avoir un consensus général avec tout le monde ou est-ce qu'il faut une partie? Et cette partie-là, qui la définit, ce sont des questions complexes en fait. Les gens disent consensus, ok, consensus, mais consensus entre qui et qui? Et consensus, qui a besoin d'un consensus? Qui cherche un consensus? Si par exemple, en fait, on a une responsabilité en tant que chef de l'État, en tant qu'élu, on a un mandat en fait limité dans le temps. Et que en fait, des gens disent que nous, on veut arriver au pouvoir, mais on veut arriver au pouvoir sans passer par la case des élections. Mais pour cela, en fait, il faut que vous partiez, par exemple, vous qui êtes au pouvoir. Donc, on est d'accord qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait. Le consensus ne veut pas être trouvé parce que les intérêts ne sont pas convergents. Maintenant, quand le consensus à ce niveau-là ne peut pas être trouvé, la meilleure façon, en fait, de compenser cela, c'est d'aller directement vers le souverain. Le souverain n'est pas vous et ni moi, le souverain, c'est le peuple, en fait. On a choisi une démocratie de représentativité. Donc, quelque part, le peuple a délégué des pouvoirs. Et certains diraient qu'un accord peut-être avec les différents groupes représentatifs, un accord écrit, formel, pourrait être considéré comme un consensus. Si on ne peut pas aller directement vers le peuple, comme vous l'avez dit, mais le peuple a quand même des représentants, ne serait-ce que les partis politiques auxquels ils adhèrent et tout ça. Les partis politiques ne représentent pas le peuple. Et ceux qui représentent le peuple, ce sont... Là, je suis dans un contexte où il n'y a pas de parlement, où il y a des parlementaires qui représentent officiellement le peuple. Mais il y a des groupes représentatifs qui peuvent constituer un échantillon assez valable. Et aujourd'hui, justement, l'un des problèmes de notre système, c'est qu'en fait, il n'y a pas une adhésion populaire au niveau des partis politiques. Et généralement, le mode de fonctionnement des partis politiques, généralement quelconque, le mode de fonctionnement de ces partis politiques n'est pas démocratique. Et donc, du coup, c'est difficile, en fait, pour que ces partis-là puissent, en fait, représenter valablement, en fait, la population. D'ailleurs, on voit l'exemple quand on va aux élections législatives, on regarde, en fait, ça, au moment des élections, que les partis vont chercher des candidats qui n'ont pas déjà une expérience au sein du parti. Et ces candidats, quand ils sont élus, en fait, ils tournent le dos, en fait, au parti. Donc, en fait, tout ça fait partie de nos problèmes politiques, de nos problèmes démocratiques. Aujourd'hui, la situation, la meilleure, en fait, c'est pas la situation idéale. La situation idéale, c'est celle que j'avais prévue en démarrant l'écriture de ces livres. C'est-à-dire, en fait, que le Parlement, à l'arrivée, quand on arrive à la fin de la législature, effectivement, il dit qu'il y a lieu d'amender et que, en fait, la législature suivante amende, etc. Mais la nature des problèmes qu'on a à résoudre ne pourra pas être résolue par ce mécanisme, parce que tout simplement, s'il faut rééquilibrer par exemple les pouvoirs, il n'y a aucun pouvoir qui va accepter en fait de s'aliéner comme on a demandé au peuple haïtien de s'aliéner à travers des dispositifs inscrits dans la Constitution de 87. Donc certains pourraient dire, Renal Libéris, que c'était intentionnel. Il faut contourner le Parlement dans ce processus de nouvelle constitution parce que le Parlement n'a jamais accepté les nouvelles propositions. Est-ce qu'il y a ça aussi comme idée derrière la réflexion? Non, il y a une expression qui dit qu'il y a quelque chose de malheur bon, c'est qu'en fait c'est une occasion malheureuse, c'est-à-dire en fait de fonctionnement sans le Parlement dont il faut profiter pour pouvoir en fait offrir un meilleur destin au peuple haïtien. Une occasion que vous n'avez pas créée? Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, la manière dont le système est monté fait que le président ne peut pas agir seul. Il a besoin, regardez le nombre de temps qu'on a passé pour avoir un Premier ministre, un gouvernement. En fait, plusieurs Premiers ministres et des spectacles, en fait, hideux.
au Parlement, au Sénat notamment, en fait, et des choses qu'on ne devrait pas voir en fait dans une démocratie se sont produites et parce que en fait les gens ont estimé que des intérêts particuliers étaient plus importants que l'intérêt général. Donc à ce moment-là, le président n'avait pas d'autre moyen que d'attendre. Il a attendu et maintenant, ce qui devait se produire à cause d'un certain nombre de comportements antidémocratiques s'est produit. Donc maintenant, il faut en profiter pour que plus jamais cela ne se répète. Vous n'êtes pas en train de nous dire que le président Jovenel Moïse n'a aucune responsabilité dans cette situation. En sa qualité de garant de la bonne marche de cette institution, est-ce que ce n'était pas sa responsabilité, justement, de trouver la formule pour composer avec un Parlement difficile et parvenir à avancer dans ses projets? Est-ce que le cas a dit, bon, MDC, il ne va pas réussir, donc il n'y a pas faute main. Donc chacun doit assumer ses responsabilités. Et par exemple, cette belle phrase qui est inscrite dans la Constitution, que le président est le garant de la bonne marche des institutions, mais la Constitution ne lui donne pas les moyens en fait de pouvoir garantir cette bonne marche des institutions. Donc c'est un peu en fait absurde. Maintenant, les parlementaires ont leurs responsabilités, le président a ses responsabilités et certainement. Maintenant, que le Parlement est dysfonctionnel et que le président se trouve dans une situation qui n'est pas optimale et compte tenu de la vision démocratique que j'ai, maintenant il faut qu'il assume pleinement ses responsabilités et qu'il offre en fait le meilleur à ce peuple. Et je crois qu'en fait offrir le meilleur à ce peuple, c'est de modifier en fait de changer, de lui proposer en fait une nouvelle constitution. Et si le peuple adhère à cette nouvelle constitution pour permettre en fait à l'État de fonctionner de manière optimale. Parce qu'aujourd'hui en fait, la manière dont la constitution organise les pouvoirs, la Constitution fait de la représentation un espace de marchandage au lieu d'en faire un espace en fait d'amélioration concrète de la vie de la population, en fait d'épanouissement du peuple haïtien. C'est juste un espace de marchandage qui est inacceptable. Mais certains vous diraient que Haïti n'est pas le seul pays à faire expérience d'un pouvoir défini tel que c'est en Haïti. Si. Donc, malheureusement, si. Quand on regarde en fait le fonctionnement du régime et politique haïtien, on regarde qu'en fait c'est quelque chose qui n'a aucune cohérence. Par exemple, si je prends Israël, c'est un régime parlementaire. C'est clair. Donc le Parlement a ses responsabilités et ses responsabilités, donc a des pouvoirs, mais ces pouvoirs-là sont limités. Si je prends l'exemple d'Italie, pareil. Si je prends la France, pareil. Ici, en fait, on n'a pas su faire ce que Montesquieu appelle en fait, appeler l'équilibre en fait des pouvoirs ou en fait la distribution équitable en fait de la séparation. Donc la distribution équitable en fait des sphères de responsabilité. Et en fait, le pouvoir n'arrête pas le pouvoir en Haïti. Parce que la Constitution de 87 n'a pas su mettre en place en fait ces mécanismes. Donc du coup, on a un régime, moi qui suis politiste, je ne sais pas nommer le régime politique haïtien. Donc si moi je ne sais pas nommer le régime politique haïtien comme spécialiste en fait de la question, je pense que beaucoup de citoyens n'arrivent pas non plus à nommer ce régime. Et c'est le problème qu'on a. Donc moi, j'ai pas de problème. On a besoin d'un régime présidentiel, je suis d'accord. On a besoin d'un régime parlementaire, je suis d'accord. Mais que ce soit un régime parlementaire ou que ce soit un régime présidentiel, aujourd'hui, ce n'est ni l'un ni l'autre. Oui, mais où se trouve le problème? Je termine juste. Dans la taxinomie en fait des régimes connus, Haïti n'est pas. Et le régime haïtien n'est pas. C'est dans votre livre, on peut voir tout ça. Mais maintenant, le problème se situe où? On sait qu'il y a Haïti n'est pas le seul pays à faire expérience d'un parlement, un parlement bicaméral par exemple. Et maintenant, est-ce que c'est le fait pour le Parlement de ratifier un Premier ministre pour le président qui est le problème? Parce qu'il existe une cohabitation entre un exécutif et un pouvoir législatif dans notre pays. Le problème, en fait, est subtil. Par exemple, le Parlement a le pouvoir de révoquer le gouvernement. C'est très bien. Maintenant, ce même Parlement, ces parlementaires, mettent des ministres, en fait, de manière informelle dans le gouvernement. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il devrait, en tout état de cause, il devrait pouvoir assumer les responsabilités, les conséquences en fait de la gestion des ministres qu'ils ont choisis. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ils choisissent des ministres pour
pouvoir ratifier le gouvernement, sinon il ne ratifie pas le gouvernement. Et le peuple va se demander pourquoi le gouvernement n'est pas ratifié, juste parce qu'en fait les parlementaires, si on n'accepte pas de ministres, en fait, des parlementaires, donc ils ne ratifient pas. Ok, pas de problème. Mais dans un régime rationnel, si jamais le gouvernement est fautif, donc le Parlement révoque le gouvernement, pas de problème. On va aussi dans les élections anticiper. Or, ici, c'est pas ça. Par exemple, en Israël, pas de problème. Donc, les parlementaires participent, en fait, au gouvernement, pas de problème. Mais si jamais le gouvernement est failli, donc à ce moment-là, pas de problème. Élection anticipée. Ici, on ne peut pas. Donc, ce sont des mécanismes comme ça, subtils, qui ne se trouvent pas dans la Constitution, qui font que le Parlement soit un espace de marchandage permanent et il n'y a aucun mécanisme qui puisse permettre d'arrêter ce marchandage. Là, on doit marquer la pause à 9h03, mais de retour, j'aimerais justement avoir votre avis sur la question. Est-ce que, parce que le président Jovenel Moïse veut apporter des réponses à une série de problèmes, est-ce qu'il peut décider d'agir en dehors de la Constitution? Et quand on n'est pas dans la Constitution, on est dans l'anarchie, selon certains. Réservez la réponse pour moi. Après la pause, on pourra revenir sur la question. Merci d'être avec nous ce matin. On est avec Reynald Lubéris, qui est donc secrétaire général du Conseil des ministres, écrivain, qui vient avec son livre « Rendre le pouvoir aux Haïtiens ». Ça tombe bien, justement, on parle de nouvelle Constitution. Restez avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité. C'est le docteur Reynald Lubéris qui est avec nous ce matin pour un coup d'œil sur l'actualité, Constitution, élection, mais aussi pour un regard sur son livre « Rendre le pouvoir aux Haïtiens ». On parlait Constitution avant la première pause. La décision, la velléité du président Jovenel Moïse de doter le pays d'une nouvelle constitution. Un président qui a prêté serment sur une constitution. Aujourd'hui, je présume que l'équipe de campagne du président avait lu la constitution, avait expliqué au président peut-être le contenu ou encore ces problèmes qui existent dans la constitution. Mais il a quand même prêté serment sur cette constitution. Aujourd'hui, est-ce que parce que le président veut résoudre certains problèmes, il peut juste décider d'agir en dehors de la constitution? Est-ce qu'on n'est pas dans l'anarchie? Et c'est la préoccupation de certains. Ils ont peur de revenir à une certaine époque qu'on a connue ici en Haïti. Il n'agit pas en dehors de la Constitution. C'est une activité qu'on dirait aconstitutionnelle. En fait, ce n'est ni interdit ni permis par la Constitution. Mais de toute façon, il n'y a aucun moment où on peut empêcher à une population de se donner une nouvelle charte fondamentale. C'est un principe philosophique de base. C'est qu'en fait, on ne peut pas... Il y a une activité qu'on a faite dans la Constitution de 87, c'est ce que j'appelle une aliénation. On a dit au peuple de choisir cette Constitution et qu'on lui dit que plus jamais vous ne pourrez avoir d'influence directement, comme vous venez de le faire, sur cette Constitution. Et c'est une aliénation, en fait. On lui demande, en fait, d'enlever un pouvoir c'est un pouvoir inaliénable, en fait, en réalité. En fait, à tout moment, un peuple doit pouvoir se donner une nouvelle constitution. Par contre, si on veut modifier la constitution dit comment on la modifie. On ne peut pas la modifier. Mais il n'y a pas un moment, que ce soit au passé, au présent, au futur, à tout moment, un peuple doit pouvoir se donner une nouvelle constitution, sinon le peuple n'est pas souverain. Dans votre livre, vous avez fait état de cette réalité. Vous avez dit, en moyenne, le pays a connu une constitution chaque 8 ans. Je ne sais pas si vous l'avez souligné pour le déplorer, mais bon, certains diraient que c'est pas idéal, ça. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait empêcher à celui qui va remplacer Jovenel Moïse en 2022 ou 2021, je ne sais pas, de juste dire, comme vous, rien ne peut empêcher au peuple d'avoir une nouvelle constitution et de balancer sa constitution, comme l'a fait Pétion, comme l'a fait Toussaint, dans leur propre intérêt. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? C'est pas possible dans la mesure où la Constitution ne peut pas être appliquée sur lui. En fait, Jovenel Moïse dote le pays d'une nouvelle Constitution, il ne peut pas bénéficier de cette nouvelle Constitution. Et c'est ça la balise, en fait, le principe de base sur lequel on doit s'accorder. C'est qu'en fait, Jovenel Moïse ne peut pas donner une nouvelle Constitution pour lui.
C'est inacceptable. Ça va dépendre de ce qui sera dit dans cette constitution. Ah non. Moi c'est inacceptable. Par exemple, en fait, je défends des positions, des principes. Je ne vais pas défendre une personne. Une constitution va au-delà d'un mandat, va au-delà d'un président. Donc le président ne peut pas demander au peuple de choisir une nouvelle constitution pour lui. Donc je pense que pour éviter les écueils du passé, justement, c'est ce principe-là autour duquel nous devons tous nous accorder. Là, on est dans certains. Non, certain. Il y a un comité qui est constitué pour élaborer une nouvelle constitution. Rien ne dit que dans cette constitution, il ne sera pas permis à un président de briguer un deuxième mandat. Et s'il est permis, Jovenel Moïse peut toujours aller aux élections, gagner les élections et profiter de cette... Donc, on est dans les certains. On ne sait pas ce qui va être dit dans cette constitution. À moins que, comme Bernard Gousse l'avait dit là sur Métropole, à moins que le texte soit déjà rédigé quelque part au palais. Non, le texte, il n'y a pas de texte à ma connaissance au palais. Il y a des gens, en fait, des notables qui ont accepté de servir ce pays en se donnant, en fait, pour la rédaction de cette nouvelle constitution. Moi, je crois que une fois que la Constitution a été rédigée, elle doit être soumise à la critique en fait générale. Donc, on devrait pouvoir en discuter sur le plateau de Métropole comme on le fait aujourd'hui. On devrait pouvoir en fait en discuter dans tous les espaces en fait de discussion et en Haïti à ce moment et à l'étranger aussi, parce que je crois que la diaspora est très intéressée par ce qui se fait. Et à ce moment-là, s'il y a des dispositions manifestement en fait qui vont à l'encontre de ce que nous croyons, de ce que nous voulons, à ce moment-là, le texte sera inacceptable. On demandera aux gens qui l'ont rédigé de le reprendre. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une proposition de texte qui va être soumise à l'appréciation générale. À ce moment-là, en fait, on saura est-ce que ce texte-là mérite effectivement d'aller un peu plus loin pour demander au peuple de le voter, ou si ce texte n'est pas acceptable. Par exemple, il y a les principes de base, il y a les libertés individuelles, il y a les droits de la personne humaine, il y a tout ça. En fait, ce sont des choses qu'il faut absolument dans une constitution, quelle que soit la constitution. Donc, le caractère démocratique de l'État haïtien doit pouvoir perdurer. Mais maintenant, la question, Renan Lebéris, on a entendu le président Jovenel Moïse parler quand même de 2 mois. D'ailleurs, c'est défini dans le mandat du comité, 2 mois pour proposer la nouvelle constitution. Est-ce que là, c'est réaliste? Parce que on a entendu Georges Michel, par exemple, parler de la Constitution 87. Combien de temps est-ce que ça a pris pour consulter le peuple, pour préparer le texte et pour voter? Est-ce qu'on est dans le réalisme aujourd'hui en disant justement que le comité dispose de 2 mois pour soumettre la nouvelle Constitution? Est-ce qu'on aura le temps de faire tout ce que vous venez de dire là, consulter le peuple, proposer, discuter, etc., pour une nouvelle charte fondamentale? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de la communication, et avec les moyens techniques dont on dispose, on pourrait aller plus vite qu'au temps de Georges Michel. Il ne faut pas se mentir. On parle du peuple. Tout le monde ne possède pas un téléphone intelligent, ou tout le monde ne sait pas lire, etc. Donc il va falloir définir des mécanismes, une formule pour toucher tout le monde. Tout à fait. Il faut des mécanismes, en fait, et comme on fait campagne. Il faut il faut organiser des meetings pour aller auprès de la population. Il faut faire des tables, des cercles de lecture où on dit au peuple qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle constitution, etc. Quand on veut, on peut. Et je pense que la nation n'a plus de temps à perdre. Il faut aller vite, il faut aller bien. C'est pour ça qu'en fait, on a choisi des gens, je pense que le président a choisi des gens réputés neutres. Il n'a pas choisi Renan Lebéris pour être président du comité et qui va rédiger la Constitution. Il n'a pas choisi en fait un de ses proches conseillers. Il a choisi des gens qui ont une réputation, qui ont une expérience, une notoriété et qui doivent cela à la nation. Maintenant, attendons de voir, sans a priori, attendons de voir le résultat de leur travail, quelle orientation qu'ils proposent en fait à cette nouvelle constitution. À ce moment-là, on saura est-ce qu'effectivement c'est un texte qui est acceptable et souhaitable pour Haïti ou non. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des auditeurs, des spectateurs qui là se disent mais il va trop vite, Luc Niangaro, pourquoi il parle de consultation? Mais on est dans un contexte où la démarche est illégale. Donc, pas besoin d'arriver à cette éventualité où ils vont consulter le peuple sur le texte. Certains disent que vous allez droit dans un mur. Donc, est-ce que vous pensez vraiment pouvoir réussir ce coup alors que, je ne veux pas dire tout le monde, mais nombreux sont ceux qui pensent que la démarche est illégale. Voulez-vous quand même
continuer dans l'illégalité mon cher Gao, les gens peuvent dire qu'une démarche est illégale. Les gens peuvent même dire que nous n'existons pas là où nous sommes assis. C'est leur droit. On est en démocratie. Oui, mais s'il y a un fait, c'est que la démarche est hors constitution. La démarche, en fait, est hors constitution, ce qui est normal. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui est de refondation, en fait. Et toute démarche de refondation, en fait, peut ne pas s'inscrire dans ce qui existe déjà, dans l'existant. C'est normal. Maintenant, dire que la démarche est illégale, il faudrait trouver le texte qui dise que quand c'est illégal, c'est écrit quelque part. Quand c'est pas écrit quelque part, on ne peut pas dire que c'est illégal. Est-ce que le président peut se doter de ce pouvoir alors que la Constitution sur laquelle il a prêté serment dit que le président n'a pas plus de pouvoir que ce conféré par la Constitution? Le président ne se dote aucun pouvoir. Le président, en fait, reconnaît la suprématie du souverain, ce qui est normal. Et si on est président, on ne reconnaît pas ça, on n'est pas en démocratie. Le président reconnaît que personne, que le peuple, ne peut savoir mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple. C'est ce principe philosophique de base qu'il reconnaît. À partir de ce principe philosophique de base, il dit que, étant donné qu'on a un problème fondamental avec ce pays, donc allons vers le peuple, allons vers le souverain. Donc vous minimisez tous ceux qui sont contre cette démarche, tous ceux qui pensent qu'elle a été mal engagée, donc ils ne font pas partie du peuple. Je ne minimise pas, en fait. En démocratie, il faut écouter, il faut faire de la pédagogie. Les gens peuvent ne pas comprendre. Tous les gens ne sont pas de sens politique comme moi. Tous les gens, en fait, n'ont pas cette base de philosophie politique que je suis en train de dire. En fait, pour moi, c'est évident. Mais il y a des gens qui vont penser autre chose. Donc, les gens qui viennent du droit, par exemple, ils savent très bien, quand on dit que c'est illégal, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, il y a un texte qui le prescrit, il y a un texte qui dit qu'en fait, on ne peut pas le faire. Mais si ce n'est écrit nulle part qu'on ne peut pas le faire, déjà dire que c'est illégal, c'est impropre. Maintenant, moi, je dis qu'il y a ce principe philosophique de base qui veut qu'un peuple doit pouvoir, en fait, prendre son destin en main, doit pouvoir décider de son avenir. Et personne ne peut empêcher à un peuple de prendre en main son avenir, y compris ses représentants. C'est dans votre livre que j'ai vu ça. Pratiquement tous les présidents qui sont venus avec une nouvelle constitution, ils l'ont fait dans leurs propres intérêts. Oui. Il y a toujours un intérêt politique derrière une réforme constitutionnelle. Celle de Jovenel Moïse, c'est quoi? Jovenel Moïse n'est pas un politicien, en tout cas, suivant ce que je comprends, suivant ce qu'il me dit, n'est pas un politicien traditionnel, il n'a pas cette ambition, en fait, à vouloir perdurer au pouvoir. Lui, il constate quelque chose. Il vient de l'arrière-pays, il aurait aimé hériter d'un autre pays. Or, le pays, en fait, qu'on lui a laissé, le pays qu'il a aujourd'hui, n'est pas le pays idéal. C'est pas le mien non plus, c'est pas le pays idéal, c'est pas le pays que j'aurais voulu avoir. Il a compris que l'un des problèmes fondamentaux de ce pays, l'un des problèmes qui a bloqué en fait l'évolution de ce pays, c'est la Constitution de 1987, qui a empêché en fait à ce pays de prendre son envol, et comme nombre de pays dans la région qui étaient dans une situation similaire à la nôtre, on peut le faire. Donc il a dit qu'il faut donner à ce peuple en fait le soin de pouvoir s'orienter, de pouvoir se donner un autre avenir. C'est ce qu'il est en train de faire. Et ça, je pense que c'est de bon droit. Ce qui peut créer un mauvais précédent, comme je l'avais dit tantôt, ce qui peut donner à un prochain président le droit, comme Jovenel Moïse l'a fait, je peux aussi le faire. Je balance une nouvelle constitution et peut-être que cette personne n'aura pas les mêmes intentions que Jovenel Moïse. Donc, en matière de précédents, en matière constitutionnelle en Haïti, s'il faut des précédents, il ne faut pas attendre Jovenel Moïse pour en avoir. On en a plein. Donc maintenant, et moi ce que j'ai essayé de faire dans ce livre... En 1927, il y a un effort. Vous l'avez dit dans votre livre, la Constitution de 1927 est celle qui a quand même vécu plus de temps. Et il y a une longévité constitutionnelle parallèlement à une crise interminable. En fait, pendant que la Constitution perdure, en même temps, il y a une crise en fait interminable. On a connu en fait nombre de chefs d'État, nombre de gouvernements et des crises électorales à n'en plus finir, et des crises pour choisir un gouvernement et des choses en fait qui ont retardé littéralement l'épanouissement de ce pays. Rendre le pouvoir aux Haïtiens et pour un meilleur destin, c'est le titre de votre livre. Ça me fait penser à cette déclaration du président Jovenel Moïse. Pouvoir ça en nous et Parimon Cap-Capran, il faisait référence à ces citoyens qui étaient face à lui lors de ce dialogue. Comment rendre le pouvoir aux Haïtiens? Est-ce que les Haïtiens ne détiennent pas déjà le pouvoir en ayant la possibilité de voter des députés et des sénateurs pour les représenter au Parlement? Cela ne suffit pas en fait. Et voter juste des représentants,
Ça veut dire, en fait, c'est créer des espaces, en fait, d'irruption et temporelle du peuple dans la sphère publique. Et dès que les élections auront terminé, donc du coup, le peuple n'a plus d'emprise, en fait, sur ce qui se fait. Et quand je dis qu'il faut rendre le pouvoir au peuple, il faut permettre, en fait, il faut organiser le pouvoir de sorte qu'il serve le peuple et non un petit groupe. Aujourd'hui, en fait, le pouvoir sert un petit groupe de politiciens et un petit groupe, en fait, d'hommes d'affaires. Or, le pouvoir devrait servir la majorité. Et il faut créer aussi des espaces où les gens peuvent participer directement dans la prise, en fait, d'un certain nombre de décisions. C'est-à-dire, en fait, il faut injecter plus de démocratie participative, en fait, dans ce qui va se faire. Donc, c'est dans ce sens-là que je demande de rendre le pouvoir au peuple. Et qu'est-ce qui devrait être différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Par exemple, en fait, on peut imaginer des assemblées, en fait, locales, des espaces, en fait, locaux où le peuple où des citoyens peuvent se réunir, peuvent faire des suggestions, en fait, au niveau des municipalités, au niveau des administrations et des sections communales, etc. On peut imaginer plein d'espaces, en fait, formaliser la participation directe, en fait, de la population dans les processus décisionnels et non seulement voter pour un député et qui descend au Parlement, qui fait parfois ce qu'il veut, et normal, il n'a pas un mandat impératif, et finalement, en fait, le peuple qui a voté pour lui n'a aucune emprise, en fait, sur ce qu'il fait. Il doit attendre 4 ans avant de pouvoir voter pour lui ou ne pas voter pour lui. Entre-temps, le temps passe. Donc, entre-temps, nos enfants souffrent. Entre-temps, nos enfants, en fait, ne peuvent pas, en fait, aller à l'école, on ne peut pas assurer l'éducation de nos enfants. Donc, c'est de pouvoir, en fait, créer des espaces où le peuple peut influencer directement ce qui se fait. Mais est-ce que ce mécanisme n'existe pas déjà et n'est juste pas appliqué? On a quand même, dans les collectivités, on commence à partir des ASEC, CASEC et des élus. Donc vous voulez quoi? Vous voulez aller plus bas que ça ou... Non, je veux des espaces où les citoyens peuvent en fait se réunir sans être des élus. Là, vous parlez des élus, je ne parle pas des élus, où des citoyens peuvent se réunir, ou peuvent en fait donner leur avis, ce qui se fait dans la commune, par exemple. Si je suis un citoyen de Delma, je dois pouvoir en fait avoir des espaces où je peux dire mon appréciation, où je peux faire des suggestions, où je peux en fait participer. Ça se fait dans plein de pays, par exemple aux États-Unis, au niveau des comtés, il y a des espaces comme ça en fait où les gens peuvent interagir en tant que citoyens et pouvoir influencer ce qui se fait. Donc il y a des exemples en fait de démocratie directe qui existent, par exemple en Suisse, où les gens en fait ont réellement une emprise sur un certain nombre de décisions. Donc c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait imaginable par rapport aux techniques dont on dispose aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a besoin d'une constitution pour cela? Absolument, absolument, puisque en fait la constitution d'aujourd'hui est essentiellement représentative. Mais elle n'interdit pas quand même des rassemblements, qu'un magistrat puisse inviter les gens de sa commune à se réunir et à discuter. Oui, mais il n'est pas obligé de le faire. Or, si c'est constitutionnel. Alors vous voulez que ça soit contraignant? Il faut formaliser cela. Okay. Il faut formaliser cela. Il faut que les citoyens puissent en fait interagir annuellement ou bien sur une base en fait semestrielle. Je ne sais combien on va décider sur ce qui se fait dans la commune, sur les grandes décisions qui vont être prises. Et si par exemple on décide je ne sais pas moi, de faire un tronçon de route à tel endroit, et que les gens du quartier pensent qu'en fait c'est pas le meilleur endroit, qu'il y ait un espace en fait où les gens puissent dire que non, là c'est pas le meilleur endroit, voilà le meilleur endroit, etc. Avec évidemment l'éclairage de l'expert, avec en fait des mécanismes où des experts peuvent éclairer en fait, peuvent faire de la pédagogie. Donc aujourd'hui, quand on n'a pas ces espaces-là, le seul espace qui reste en fait c'est la rue. C'est-à-dire où les gens descendent et il y a casé brisé, etc. parce qu'en fait, il y a une frustration. Or, s'il y avait des espaces formels en fait, d'interaction avec les autorités, il y aurait moins de possibilités en fait, pour que les gens cassent tout. Parce que quand les gens descendent dans la rue, ils cassent tout. Et parfois, c'est des frustrations qu'on peut comprendre, mais ça a des impacts négatifs en fait, sur la vie de la communauté, a des impacts négatifs sur l'économie. Généralement, les gens qui en souffrent, ce sont des gens de la population qui sont dans les couches les plus basses, qui en souffrent davantage. C'est eux qui ont un petit panier sur tête qui vendre la rue, ça fait eux écraser. Mais Renal Lebéris, il y a des gens qui dit, les gens qui cassent, ils cassent parce que justement ils estiment l'œil pas cassé, ils pas attendu. Donc parce qu'il n'y a pas des espaces d'écoute. Maintenant,
est-ce que obligé un espace d'écoute ça formel pour un président, une autorité, un sénateur, je ne sais pas, tant des revendications pour nous porter satisfaction pour eux parce que vous fait dans la radio, vous plein dans la radio, vous fait des marches pacifiques avant d'arriver dans la Casia. Donc est-ce que c'est espace ça qui va le faire que un président tendait mon et porter sa satisfaction pour eux? Non, pas exactement. Est-ce que nous ne pas contourner le problème là? Non, et moi ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est d'améliorer le climat démocratique. Et le climat démocratique, ça veut dire qu'en fait, sur des processus budgétaires, par exemple. Et si les gens et les citoyens pensent que la priorité, c'est la santé et l'éducation et non, par exemple, les infrastructures, il faut qu'il y ait des espaces où ils peuvent exprimer cela. Et aujourd'hui, dans la démocratie, en fait, aujourd'hui, et certains disent que la démocratie est en panne parce qu'on n'arrive pas à induire plus de participation en fait et populaire dans le processus décisionnel. Toute l'idée qui est derrière cette démarche, c'est d'induire plus de participation populaire dans les processus décisionnels, ce qui est normal. Aujourd'hui, on se contente uniquement des représentants, mais les représentants en fait ont tendance à avoir d'autres intérêts que les intérêts qu'ils sont censés défendre. Donc il faut toujours des espaces où on peut rappeler à ces représentants en fait l'intérêt de base qui est celui du peuple. C'est ça l'idée en fait sous-jacente qui peut paraître un peu complexe ou même confuse parfois, mais l'idée sous-jacente c'est permettre en fait aux gens de pouvoir influencer les décisions qui sont prises en leur nom. Il y a un pays qui a marché sans ça, oui, sans cet espace d'échange, de discussion. Il y a l'autre voie où le message est passé. Et écoutez, Renan Lévesque, je dis par exemple, depuis quelques temps, il y a plusieurs formes de manifestations côté mon dit au besoin de sécurité. Mais jusqu'à présent, le président, le Premier ministre, ils ont beaucoup montré vraiment qu'ils ont capable de sécurité ça. Donc, est-ce que c'est des espaces d'échange avec le peuple qui pourrait le faire au Vincafel ou bien message d'arrivée, je ne de toute façon, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, ou ce mouvement encore, mardi, de ces citoyens qui ont mis leur véhicule au milieu de la route, ils ont parlé, ils ont dit aux sécurité. Je voudrais attirer votre attention sur un fait qu'on est dans un régime qui s'appelle démocratie, donc le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple par une espèce en fait de passe-passe ou de magie, on arrive à confondre le pouvoir du peuple au pouvoir du représentant. Donc le point de vue que vous défendez, en fait, c'est le pouvoir du représentant. Moi, je sais que le pouvoir du représentant, évidemment, est incontournable, compte tenu, en fait, des questions démographiques, etc. Mais je demande d'induire aussi, en fait, le pouvoir du peuple. C'est, en fait, le sens fondamental de la démocratie, qui est que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple et non le pouvoir du représentant. Donc aujourd'hui, le peuple n'a de pouvoir qu'à travers son représentant. Je dis qu'il faut des mécanismes pour permettre en fait à ce que l'esprit de base de la démocratie, parce que c'est ça la démocratie avant tout, c'est que les gens puissent décider de leur avenir. Donc aujourd'hui, pour des raisons démographiques en fait, l'évolution à partir du 16e, 17e siècle en Europe, etc., on a réussi à faire confondre en fait la démocratie à la démocratie représentative, qui sont deux concepts différents. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir à la case départ? On avait finalement compris que le peuple, on ne peut pas à chaque fois consulter tout le peuple. Donc on a permis au peuple de déléguer ses pouvoirs à travers ses représentants pour rendre la chose plus facile. Est-ce qu'on ne peut pas revenir maintenant au point de départ? On a les représentants, mais on va quand même vers le peuple. Voilà ce que je dis. Par exemple, en fait, dans les espaces locaux, par exemple au niveau des communes, au niveau des sections communales, et où il y a une démographie en fait moindre, on peut tout à fait associer le peuple, les citoyens, dans un certain nombre de décisions qui vont être prises, d'une part. De deux, et tout à l'heure, je pense que c'est dans la première partie de l'émission, vous avez dit quelque chose qui était juste. Vous avez dit qu'en fait, et si le président demandait au peuple ce qu'il veut avant de le faire. Mais en même temps, ce qu'on dit là, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans notre démocratie, puisqu'on a dit que le référendum, en fait, et les consultations populaires, et on croit que c'est interdit. La Constitution ne dit pas que c'est interdit. La Constitution dit que
consultations qui tendent à modifier la Constitution, en fait, sont interdites. Mais la Constitution n'a jamais dit non plus qu'on ne peut pas consulter le peuple. Bon, on a compris qu'on ne peut pas consulter le peuple. Ok, d'accord. Moi, je dis qu'il faut formellement qu'on arrive à induire cela, on arrive en fait à instituer cela, comme un mécanisme en fait de notre démocratie. Ça va ramener un peu de tranquillité. En fait, quand les citoyens savent qu'il y a un espace formel, annuellement ou semestriellement, où ils peuvent en fait interagir avec les élus, où ils peuvent influencer les décisions que les élus vont prendre en leur nom, ça va créer en fait de l'apaisement dans la société et permettre en fait de la prise de décisions qui vont dans l'intérêt de la majorité. Pourquoi pensez-vous qu'on devrait supprimer le Sénat dans le Béris? Je pense qu'en fait, un système monocaméral marcherait bien en Haïti qu'un système bicaméral. Et aujourd'hui, si on prend un État comme la Californie, par exemple, la Californie a environ 40 millions d'habitants, 39 millions et quelques. Les NIP ont 300 000 habitants, 300 000 et quelques. Les NIP ont plus de sénateurs que la Californie. Donc 300 000 habitants en Haïti sont davantage représentés au Sénat que 39 millions d'habitants, presque 40 millions d'habitants en Californie. Je dis que c'est absurde. Cela a un coût. Je dis que généralement, dans les sociétés où on pratique en fait ce bicaméralisme, sont des sociétés en fait généralement où l'État est fédéré, où ces gens représentent en fait des États fédérés. Et aujourd'hui, dans un petit État unitaire comme le nôtre, le coût est énorme et l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Donc à ce moment-là, je pense qu'un monocaméralisme serait davantage en fait dans l'intérêt de la population que ce bicaméralisme. On a déjà essayé cette formule. Est-ce que par rapport à vos recherches dans votre livre, vous estimez que ça a donné des résultats? Et c'était quand même le premier monocaméralisme qu'on a fait, c'était avec Pétion. Ce monocaméralisme, en fait, n'était pas un monocaméralisme avec la Chambre des députés comme cela se pratique aujourd'hui, mais avec le Sénat. C'est un Sénat composé d'anciens généraux ou d'amis de Pétion, etc. Ce Sénat, malheureusement, n'a pas su remplir sa mission. D'ailleurs, c'était une dictature qu'on avait imposée parce qu'il avait tellement de pouvoir. Donc finalement, on a dû passer au bicaméralisme avec une chambre des représentants qui puisse contrebalancer en fait le pouvoir des sénateurs. Donc aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, je crois certainement, c'est mon opinion personnelle, qu'un monocaméralisme en fait irait mieux. Maintenant, je suis un intellectuel qui analyse les choses et qui donne des avis sur un certain nombre de faits. Rénal Le Béris, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. C'est déjà la fin, malheureusement. Il est 9h30, on pourrait vraiment dire plus de choses, mais bon, on doit s'arrêter. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gao, merci Métropole, merci au staff de Métropole, merci aux amis téléspectateurs qui nous ont suivis. J'ai toujours le plaisir de participer à cette émission. Quelques secondes, ce livre est disponible où? Est-ce qu'il y aura une vente signature? Ce livre est disponible à Communication Plus à Delma 60. Il y aura une vente signature le 13 novembre à la réserve à partir de 4h. Très bien. Voilà. Merci Rénal Le Béris, qui est secrétaire général du Conseil des ministres, mais aussi écrivain, qui a présenté plusieurs livres entre 2010 et aujourd'hui, ce dont Réginald Boulos est le nom. Capturer Guy Philippe pour la volonté d'être esclave. Est-ce que ça dérange? C'est à l'époque de Jocelyn Brivet, on se le rappelle. Donc, il a une série de documents disponibles pour vous. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée, mon nom est Luc Nergaro, et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.